Bonjour et bienvenue pour le 38e Quantum, le podcast de l'actualité du monde quantique. Et vous allez voir, on n'est pas encore prêt de s'ennuyer. Bonjour Olivier Ezrati, tu es encore là? Bonjour Fanny Bouton, tu existes encore? Écoute, oui, tu as vu, on a une vie bien chargée, mais on arrive quand même à enregistrer nos podcasts et on est ravis de se retrouver. Et bien, écoutez, maintenant depuis 4 ans pour parler quantique, avec vous depuis 2 ans, mais ça continue. Alors, on va prendre le premier sujet hyper chaud de l'actualité. On a un nouveau président, on garde le même, mais du coup, la présidentielle, c'était quoi le quantique dedans? Est-ce qu'il y avait des choses, est-ce qu'il y a eu du programme? Est-ce qu'on va avoir des belles choses? Olivier? Ça n'a pas été beaucoup évoqué par les candidats dans leur programme, hein, c'est un peu normal. Disons que le quantique était en filigrane dans les thématiques liées au numérique. Alors, en fait, je n'ai entendu le mot quantique dans la campagne qu'une seule fois, lors d'un événement qui avait lieu au Cirque d'hiver, je ne sais pas si on en a déjà parlé, Si. où certains candidats avaient défilé, et il y avait Éric Zemmour qui avait sorti le mot quantique au milieu de blockchain, métaverse et Web3, pour dire qu'il y avait des sujets où il fallait investir pour le futur. Non, ce qui était intéressant, c'est que dans le débat qui a opposé Marine Le Pen et Emmanuel Macron le mercredi avant l'élection du second tour, ils ont beaucoup parlé de souveraineté numérique. Et c'est assez intéressant parce que Marine Le Pen demandait pourquoi on n'a pas un Google européen, pourquoi l'Europe n'a pas créé de Google. Alors, pour une anti-européenne comme elle, c'était un peu curieux de demander ça, mais c'est clair que créer un Google, une fois que un Google existe et c'est déjà imposé, c'est pas facile à faire. La France a essayé avec Quaero, qui était un faux projet, et puis après avec Quant, qui était une start-up pas forcément bien fagotée. Et dans les deux cas de figure, ça n'a pas donné lieu évidemment à un Google ni français ni européen de taille respectable. Le quantique, finalement, c'est un des domaines nouveaux où on a encore nos chances, à l'échelle européenne en tout cas. Parce que les dés ne sont pas jetés, les technologies ne sont pas encore tout à fait au point. Donc, ça n'a pas été évoqué parce que je vois mal un candidat à la présidentielle parler de quantique au risque de Ce n'est perdre pas un sujet grand public pour toute l'instant, en tout l'audience. cas. Alors, le fait évidemment que Macron soit réélu, c'est un gage de stabilité pour un certain nombre de choses qui ont été enclenchées autour du plan quantique. Ce d'autant plus qu'il va falloir réfléchir à faire évoluer ce plan, peut-être faire pourquoi pas une version 2 du plan. La grande inconnue maintenant, c'est de savoir qui va prendre les rênes du numérique au gouvernement. Et oui, puisqu'on sait que Cédric O s'en va, il l'a Voilà. annoncé, mais on ne sait pas encore qui va le remplacer. Et exactement, ça on le saura d'ici quelques jours, j'espère, ou j'espère au pire quelques semaines. J'espère qu'il ne faudra Est-ce pas que attendre les est-ce que tu as législatives. des noms, est-ce que tu as des noms à glisser d'ailleurs? Est-ce qu'on a des Alors, j'ai noms qui vu, sonnent? j'ai deux choses à faire. Le premier, c'est que j'ai vu beaucoup de noms circuler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter hier. Alors, on voit sortir des noms de gens qu'on ne connaît pas. Bon, ça, c'est des inconnus. On voit souvent Aurélie Jean qui est mise en avant par certains. On entend parler de Gilles Babinet, on entend parler de gens comme Tariq Krim. Mais je pense pas que, enfin, bon, je peux pas, je suis pas à la place du futur Premier ministre ni du président. Mais je pense qu'en général, les gens qui sont choisis sont des gens qui ont soit un parcours politique proche du ou des partis qui sont au pouvoir, et ou des élus qui ont notamment un parcours à l'Assemblée ou au Sénat, qui ont produit des rapports parlementaires. C'est comme ça qu'Axel Lemaire avait été nommé secrétaire d'État du numérique en 2014. Fleur Pellerin avait suivi la campagne de François Hollande en 2012. Mounir Majoubi était porte-parole d'Emmanuel Macron dans la campagne de 2017 et ancien président du Conseil national du numérique. Donc, c'est des gens qui avaient déjà un rôle proche du pouvoir. Donc, moi, j'aurais tendance à privilégier dans les scénarios des élus. Il y a deux noms, moi, qui me viennent en tête. Alors, je les mets en Que tu gardes avant. pour toi. Non, je peux les mettre en avant au risque de me planter, mais il y a un député qui est très actif dans le numérique, qui est Éric Bothorel, député de la Bretagne, qui est très actif, que j'ai rencontré plusieurs fois, on a déjà parlé du quantique d'ailleurs ensemble, qui connaît bien les dossiers, qui est proche du terrain, qui est en marche, donc ça peut aider dans les choix. Puis il y a une autre personne que je respecte beaucoup, que je connais depuis une dizaine d'années, qui est Laure de la Rodière, qui actuellement est présidente de l'ARCEP, qui a été député, qui pour l'instant a laissé son siège de député à son suppléant,
de Réloir, si je ne m'abuse, au niveau de sa circonscription, et qui pourrait aussi faire une bonne élue connaissant les dossiers. Alors ça, c'est au cas où ils prennent des élus. Après, il y a une bonne demi-douzaine d'élus en marche de la législature qui est en cours, qui eux aussi ont des compétences dans le domaine du numérique et pourraient prendre en charge ce genre de choses. Alors, il y a un autre débat qui est très mis en avant par certains, qui est de savoir quel est le rattachement de ce poste et son titre. Il y a pas mal de gens qui aimeraient bien que ce soit un ministre de plein droit en charge du numérique, presque Oui, et un pas un ministre, secrétaire d'État. voilà, pas un secrétaire d'État, et qui soit rattaché directement au Premier ministre. Alors, moi, personnellement, j'y suis pas forcément favorable. D'ailleurs, Cédrico s'est prononcé de la même manière sur le sujet quand la question lui a été posée au Cirque d'hiver en mars, à savoir que parmi tous les endroits où on peut mettre un membre du gouvernement en charge du numérique, Bercy est quand même le meilleur ou le moins pire, parce que c'est proche de l'argent, du porte-monnaie, c'est proche d'une administration qui est très puissante, notamment la DGE, qui définit quand même la politique industrielle du pays, et d'autres administrations, l'inspection des finances, l'INSEE, la DGCCRF, enfin, il y a tout un tas d'administrations qui dépendent de Bercy, et un ministre, même de plein droit, s'il n'est pas dans un ministère où il y a des administrations qui sont rattachées, il n'a pas de pouvoir, en fait. Parce que le pouvoir que tu as quand tu es un politique dans le gouvernement, il est aussi lié aux administrations qui te sont rattachées. Donc, j'aurais tendance à dire que si le numérique était bien pris en charge, il aurait un titre de ministre délégué, comme c'était le cas de Fleur Pellerin en 2012 jusqu'à 2014, qu'on y rattache probablement l'innovation et qu'on ne la mette pas au ministère de la Recherche, comme c'est le cas depuis 2017. Là, ça aurait du sens. Mais à Bercy, je pense que ce serait la meilleure solution, quoi. Okay. Mais ça n'empêche pas Ouais, que le rôle de ministre du numérique couvre les usages dans l'État, les usages dans les entreprises, les politiques industrielles associées à ça, la réglementation, notamment les discussions avec l'Europe. C'est un rôle extrêmement large. Et les télécoms, comme c'est le cas avec Cédric aujourd'hui. bon. Eh bien, écoute, on va voir tout ça. Hein. Peut-être que pour le prochain Quantum, on aura la réponse, mais en attendant, On peut espérer. Oui. Faites vos paris. Faites vos paris. On va commencer par les événements du mois dernier et entre autres la conférence Euro-HPC à la Cité des Sciences qui avait lieu du 22 au 24 mars et qui était en physique, hein, qui a repris après 2 ans de relâche à cause du Covid, avec plus de 400 participants. Donc à la Cité des Sciences de la Villette, avec un petit bout de l'écosystème quantique. C'était organisé localement par les GENSI. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Olivier? Oui, j'y étais sur 2 jours sur 3. C'était une conférence intéressante. Alors, ce n'est pas une conférence dédiée au quantique. EuroHPC, c'est en gros la conférence européenne des supercalculateurs. Donc, Oui. en gros, on va y retrouver beaucoup de chercheurs, beaucoup d'organismes qui gèrent les centres de calcul en Europe. Donc, il y a le GENSI qui est la centrale d'achat pour la France, il y a le centre de calcul IDRIS au CNRS, il y a le TGCC du CEA à Bruyères-le-Châtel, il y a d'autres centres de calcul en France, il y en a dans tous les pays d'Europe. Donc, il y avait un beau rassemblement de l'écosystème. Et comme le calcul quantique a vocation à être intégré dans ces centres de calcul, notamment dans le concept de calcul hybride, bon, c'est logique qu'on retrouve une partie de l'écosystème quantique. Alors, j'y ai retrouvé sur place quelques sessions sur le calcul hybride et la manière dont les centres de calcul vont déployer des ordinateurs quantiques. C'est un petit peu dans la lignée de la conférence du 4 janvier dernier où on était tous les deux là, sur le lancement du plan de calcul hybride français. Et j'ai rencontré Christelle Michelsen en vrai, qui était intervenue dans un panel le 4 janvier à distance, qui représentait le centre de calcul de Jülich en Allemagne, et qui coordonne le projet européen de calcul hybride. Il y avait aussi une keynote d'Elam Kashefi, qu'on connaît bien, du LIPSIS et de l'Université d'Édimbourg, sur les enjeux algorithmiques et d'ingénierie logicielle du calcul quantique. C'est une de ses grandes spécialités, mais elle en a plusieurs, mais c'est une de ses grandes spécialités. Puis il y avait aussi Marc Porcheron, d'EDF, Oui, et puis EDF. Elvira Chichenina de BMW. On retrouve les usual suspects de conférences françaises dans ce genre de conférences. Et je n'ai pas cité tout le monde, il y avait aussi des chercheurs européens qui présentaient des poster sessions, comme on dit. Bon, il y avait un truc qui faisait un peu désordre, c'est qu'à un moment donné, ils avaient fait monter sur scène les 19 chercheurs qui présentaient des poster sessions, comme on dit. Donc, c'est les chercheurs qui font une thèse et qui présentent leurs travaux. Et sur les 19 personnes qui ont été sur scène, il y avait 19 hommes.
Et oui, c'est pas encore facile hein, pour Voilà. le mettre Donc le HPC est en encore plus plus que le masculin que quantique, les ouais. quantiques ou l'IA ou d'autres domaines du numérique. Mm, mm. Alors, un autre event qui a eu lieu fin mars, c'était le forum TerraTech TQCI chez Inria à Palaiso. Alors, TerraTech, c'est un événement qui a été créé en 2005. C'est un pôle européen de compétences en simulation numérique à haute performance et il associe des industriels et des chercheurs. Pareil, tu y as participé, tu as vu des choses Moi, j'étais intéressantes? spectateur, hein, comme pour l'événement précédent, et c'était une journée qui était entièrement dédiée au quantique cette fois-ci. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte de continuité avec l'événement précédent, mais en fait, c'était vraiment dédié au quantique. Et le TerraTech organise ce genre de conférence depuis pas mal d'années en s'intéressant au quantique. Et je dois dire que c'est une journée qui m'a très favorablement impressionné. Il y avait de très, très bonnes interventions scientifiques pour la plupart. Ça a commencé avec Mhm. Frédéric Magnier, qui est quand même pas un mauvais, quoi. C'est quand même qui a une chaire au Collège de France, qui est un directeur Le de l'IRIF, hein. CNRS, IRIF. Voilà, directeur de l'IRIF, qui est un labo du CNRS où officie Yardadis Kerenidis, notamment. Et il a fait une présentation intéressante sur l'état de l'art des algorithmes quantiques. C'était suivi d'Harold Olivier, qu'on connaît aussi, hein, qui est directeur de tout Mhm. ce qui est quantique à l'INRIA, et qui a fait une présentation d'ailleurs qui était assez atypique pour quelqu'un qui vient d'un centre de recherche. Il expliquait comment les entreprises pouvaient ou devaient adopter le quantique. Donc il était presque à contre-emploi, mais il a fait ça très bien. Il y avait Jacques-Charles Lafoucrière, de la DAM, qu'on voit souvent, hein, qui explique un petit peu les enjeux de l'adoption d'ordinateurs quantiques dans les centres de calcul hybrides. Il y avait aussi deux, je dirais, utilisateurs, Joseph Michael d'EDF, qui remplace Marc Porcheron, qui part à la retraite, et Frédéric Ouais. Barbaresco de Thales, qui, pour la première fois, pour ce qui concerne Thales, ce n'est pas la première fois, c'était la deuxième, mais présentait les cas d'usage de Thales dans le calcul quantique, et pas uniquement dans les capteurs, qui est leur grande spécialité. Il y avait Patrice Berthet, qu'on connaît bien aussi, qu'on n'a pas eu d'ailleurs en école de quantum encore, mais qui est chercheur au CEA et qui a fait un peu Mhm. l'état de l'art des qubits, et avec une présentation très bien. J'ai trouvé ça très bien. Il expliquait un petit peu les forces et faiblesses des différents types de qubits. Il expliquait notamment d'où venaient les imprécisions dans le calcul, notamment sur les qubits superconducteurs. Donc, c'était très bien. Et il était suivi dans cette lignée de présentation des qubits par Sabine Maire, qu'on connaît aussi très bien, qui était chez Atos et qui maintenant est chez Candela, qui fait un peu le Mhm. bizdev chez Candela, et qui a présenté l'état de l'art des qubits photons. Et elle s'en est très bien sortie. Il faut savoir que tous les gens qui étaient autour d'elle, c'était des chercheurs, et au milieu, elle, qui est ingénieure, mais qui est plutôt, en gros, business, hein, chez Candela, elle a fait une presse qui était nickel, quoi. Et elle a été Je pense suivie de Cyril Lalouche. qu'elle est Ouais, Je pense qu'elle oui, est très bien accompagnée par Valérian, Nicolo et toute et l'équipe Pascal autour Senelard, pour qui l'a aidé, voilà, bien et sûr. Non, mais Pascal en plus. Non, Mais mais c'est c'est bien, très c'est bien. bien. Il y avait Cyril Lalouche aussi, d'Atos, qui a fait aussi une presse intéressante, et aussi Laure Lebars, qu'on connaît bien, puisqu'on l'a reçu dans des codes quantum. Donc voilà, c'était une journée de très très bonne facture, excellente. Bon. Alors, il y a eu aussi le 25 mars à Grenoble le lancement de Quantalp, donc une conférence qui rassemble l'écosystème de la ville de Grenoble autour des chercheurs du CNRS, du CEA et de l'UGA. C'était piloté par Alexis Ofev et Anna Mingouzi. Est-ce que tu t'es déplacé du coup à Grenoble pour cet Eh événement? bien oui, j'y suis allé. Tu y allais vraiment? J'y suis allé vraiment parce que j'y intervenais. Euh, Ah, En fait, je suis un peu la pièce rapportée de Grenoble dans cette histoire parce que je, je, je fais partie du comité stratégique de Cantalps, ce qui ne veut pas dire grand-chose. En gros, je les aide à définir leur stratégie et leur approche. Et j'animais un débat à la fin, qui était en clôture de cette conférence, sur la recherche et l'innovation responsable et les nouvelles synergies. Et j'étais accompagné dans ce débat de Léa Di Cioccio, que j'ai découvert à cette occasion-là, du LETI, et qui s'intéresse à tout ce qui est intégration des questions environnementales et d'innovation responsable dans la recherche ou LETI, et qui a un énorme boulot depuis 2 ans, je crois, et qui, en gros, évangélise les chercheurs sur le besoin de prendre en compte les questions environnementales et, en gros, écologiques le plus tôt possible dans la conception. Il y avait ensuite Benjamin Hu, qui est un étudiant qui termine ses études à Felma de mémoire, et qui est un membre d'une association qui s'appelle Think What Matters, qui fait un peu la même chose, mais dans le milieu étudiant. C'est une association
qui sensibilise les étudiants, notamment en école d'ingénieurs et dans les filières scientifiques, sur les questions d'innovation responsable et sociétale et aussi environnementale. Et puis, il y avait un troisième larron que je connaissais déjà, que j'avais rencontré en juillet 2021, qui s'appelle Adolfo Grosching, qui est un chercheur de l'Institut Néel et qui a la particularité d'être spécialisé dans ce qu'on appelle la matière quantique. On appelle ça la matière topologique. Il est d'origine espagnole, hein, et bon, c'est un top gun du domaine. Et lui, le sujet qu'on abordait avec lui, c'était de savoir comment, quand on est dans un domaine un petit peu exotique de la recherche, comment on gère des transversalités et des relations avec d'autres chercheurs, d'autres acteurs du marché et d'autres industries. Et donc, il y avait aussi deux interventions que j'ai trouvées très intéressantes. Je ne vais pas toutes les citer, mais bon, il y avait évidemment le keynote au début d'Alexia Ofev, qu'on connaît bien, qui expliquait un petit peu l'origine de Cantalps et la mission de cette fédération CNRS, c'est ça son statut, qui fédère donc les équipes du quantique de Grenoble, et qui va d'ailleurs, comme elle va partir à Singapour en septembre prochain, elle va être remplacée par Anna Begouzi, qui est la co-directrice de Cantalps, qui est une chercheure d'un laboratoire moins connu qui s'appelle le LPLMC, qui est un laboratoire qui est à côté de l'Institut Néel à Grenoble, qui fait de la physique fondamentale. Et elle est d'origine italienne. Il y en a beaucoup des Italiens d'ailleurs dans l'écosystème quantique français. Et alors, il y avait deux interventions intéressantes. Il y avait Thierry Chanelière, que je connais bien aussi, qui est un chercheur plutôt en photonique, et qui expliquait comment Cantalps allait structurer les relations entre la recherche et l'industrie. Et il y avait aussi Pierre Lemonde, qui est un chercheur de l'Institut Néel, comme Thierry, et qui a la caractéristique d'avoir passé pas mal d'années à l'étranger, en Afrique et notamment à Pékin, à Beijing, dans l'ambassade de France, à gérer les relations internationales côté recherche et université. Et donc, son expérience lui permettait de mettre en avant la manière dont l'écosystème de Grenoble allait se relier au reste du monde. D'ailleurs, il m'a piégé dans la conférence, il a voulu me piéger, il m'a demandé, à ton avis, quel est le pourcentage des papiers de recherche publiés à Grenoble par les chercheurs de Grenoble qui ont un lien avec l'international. Alors, j'ai répondu du tac au tac, en appliquant la loi de Pareto, en disant 80%. Et là, il affiche son slide de backup qui disait que c'était 79%. 79%. Donc, tu étais à un point près. Donc, j'étais bon avec un taux d'erreur meilleur que la fidélité des qubits d'IBM. C'était quand même pas mal. Voilà. C'est mesquin, Olivier, enfin. Pas que d'IBM, hein, pas que d'IBM. Bon, alors tu t'es beaucoup baladé, hein, tu es aussi allé à Rennes pour le Pool le 5 avril. Pourquoi faire? Alors en fait, le Pool, c'est un peu, bon, pour faire simple, c'est une association locale qui gère un peu l'écosystème de la French Tech là-bas. Et ils font des séminaires régulièrement sur plein de sujets. Et donc, il m'avait proposé d'intervenir avec d'autres personnes pour parler du quantique à leur écosystème. Et donc, j'étais dans un panel avec Jean-François Morizur, que tu connais, qui est le fondateur, le CEO de K-Labs, qu'on avait eu en Décode Quantum il y a quelques mois, hein, et Adeline Roux-Langlois, qui est une chercheuse en cryptographie, plus précisément en post-quantum cryptographie, ce qu'on appelle la PQC, à l'IRISA, qui est un laboratoire local, et c'était animé par Anaël Sauvé de cette association Le Pool. Donc, c'était intéressant, ça permettait de rencontrer l'écosystème local breton, qui est en train de se structurer sur le quantique. Donc, qui essaye de fédérer les énergies. Alors, avec on va dire un pédigré local qui est très orienté capteur et surtout télécom, puisque c'est quand même là où il y a le CNET, l'ancien CNET d'Orange. Il y a un reliquat télécom qui est assez important, industriel et recherche dans la région. Et cryptographie, on le voit, avec Adeline, qui intervenait dans ce panel. Et puis Jean-François Morizur de K-Lab. Et puis, on a enregistré récemment un podcast avec Rémi Gégère de Veinvam, qui est aussi en Bretagne, à Lorient, dans le même écosystème, donc qui est plutôt côté capteur. Donc voilà, c'est intéressant de parler d'une nouvelle région dans le domaine du quantique. Bon, et alors on va terminer la catégorie événements avec l'AFNOR qui lance une consultation sur la normalisation autour des technologies quantiques. C'est un événement qui avait lieu le 12 avril. Pareil, tu as suivi, tu as vu un petit peu. Alors j'ai suivi, j'ai posé. Qu'est-ce que la normalisation autour des technologies quantiques d'ailleurs? C'est un sujet assez important d'un point de vue stratégique. Il faut savoir que quand une nouvelle technologie émerge sur un marché,
Ce qui compte, c'est d'avoir d'un côté des chercheurs qui produisent des travaux de recherche. Il faut des entreprises qui valorisent ces travaux et qui créent de l'emploi et qui, si possible, créent aussi de la propriété intellectuelle et des brevets. Et puis, il faut aussi jouer un rôle d'influence sur les standards internationaux qui peuvent parfois servir de tremplin pour pousser des technologies. Donc, il y a plusieurs domaines où la France peut jouer un rôle dans la standardisation et la normalisation. Ça peut couvrir le benchmarking, ça peut couvrir les standards dans les capteurs, ça peut couvrir différents aspects sur le calcul, les algorithmes. Et donc, la France a un rôle à jouer. Donc, l'AFNOR, qui pilote ça avec le LNE, dans le cadre de la stratégie nationale quantique, en gros, lance une consultation pour demander aux acteurs de la recherche et de l'industrie le rôle qu'ils pourraient jouer dans ce contexte-là. Ok. Alors, on va passer à l'actualité scientifique et entrepreneuriale. Et là aussi, on a quelques news. On va commencer par Candela, la petite start-up française à base de photons, qui lançait Perceval, un émulateur de qubits photons. Alors, est-ce que c'est une annonce importante pour eux, Olivier? Bah oui, parce que bon, jusqu'à présent, Candela était connu pour ses sources de photons et pour ses velléités de lancer un calculateur quantique étape par étape, donc gérant des qubits à base de photons. Et là, bah, ils ont montré qu'ils faisaient aussi du logiciel. Et alors, d'abord, pourquoi une startup de hardware doit faire du logiciel? Elle doit faire du logiciel pour plein de raisons. La première, c'est que tant que faire se peut, il faut qu'il y ait un lien entre le hardware et les solutions utilisateurs. Et donc, il faut être capable de montrer que, in Le fine, truc pour utiliser la machine, quoi. les fameux cas d'usage dont on parle tout le temps. Donc, il faut être capable de faire le lien entre le hardware et les cas d'usage. Mais là, comme on est encore dans une phase assez early stage dans la mise au point de ces qubits-là, il était intéressant pour eux de créer une solution, qui s'appelle Perceval, qui est une solution qui permet en gros de simuler la physique des qubits à bas niveau pour voir comment ils se comportent. Alors pour moi, ça a une double signification. La première signification, c'est de montrer qu'une startup qui fait du hardware est capable aussi de faire du software. Et en l'occurrence, le logiciel, il a été développé par un certain Jean Sonnellard, qui s'avère être le mari de Pascal Sonnellard, et qui est un grand spécialiste du logiciel. Hein, c'est un polytechnicien qui a été longtemps le dirigeant de Sistran, une startup dans la traduction automatique qui appartenait à des Coréens, qu'il a quitté là récemment. Et c'est Jean qui a développé ce logiciel en liaison avec Shane Mansfield, qui est un autre spécialiste des algorithmes et des logiciels chez Candela. Et il y a un message subliminal, je pense, dans cette annonce, c'est qu'en en proposant des outils de simulation numérique du comportement des qubits de photons, je pense que ça va aider à crédibiliser le rôle des photons comme qubits. Parce que le fait que les photons puissent servir de qubits, c'est assez contesté par une partie du monde de la recherche. Il y a des gens qui disent que ça ne marchera jamais, que ce n'est pas possible. Il y en a qui disent que petit quantum, c'est du scam, que ce n'est pas possible d'y arriver. Et le fait d'avoir un outil numérique qui permet de comprendre comment se comportent les photons et de voir comment un algorithme va pouvoir en tirer parti, c'est un moyen, je pense, de prouver étape par étape que les qubits de photons ont leur mot à dire dans la guéguerre entre les types de qubits. Bon, eh bien, écoute, on va suivre ça de près, mais en tout cas, c'est bien intéressant. Alors, autre start-up française dont tu aurais une news, c'est Alice and Bob. Alors oui, je pense qu'au moment des news sur Mars, on avait parlé d'une communication qu'ils avaient faite au moment de l'APS Smart Meeting, et elle faisait référence à un papier qui, à l'époque, n'était pas encore publié, qui était donc une publication qui est arrivée donc en avril, je ne sais plus, c'était mi-avril de 2022. Et alors, le papier s'appelle 100-second bit flip time in a two-photon dissipative oscillator. Donc, c'est un schmilblick incompréhensible pour le commun des mortels. Alors, c'est un papier, quand tu regardes la liste des auteurs, c'est impressionnant, quoi. Alors, il y a C. Berthoud, je crois que c'est Camille, mais je ne suis plus sûr, qui doit être un thésard quelque part. Il y a Zaki Lektas, Maziar Miraimi, Pierre Rouchon, qui est de l'école des mines et qui est un peu le papa du concept des qubits de chat, Raphaël Lescan et Théo Perronin, qui sont les deux cofondateurs de la société, Alice and Bob, et Taki Kontos, qui est un autre chercheur qui joue un rôle important dans ce monde-là. Et ce papier, il met en avant le record de stabilité de la cavité
qui piège plusieurs photons, je crois que c'est jusqu'à une quarantaine de photons dans le régime des micro-ondes, qui sert de base au qubit de chat. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans le titre du papier, au départ, ils devaient parler de qubit, mais ils ont enlevé le mot qubit. Ils ont dit tout photon dissipative oscillator. C'est un peu compliqué à piger. Bon, pourquoi? Parce qu'ils préfèrent mettre en avant de manière modeste le fait qu'ils ont géré la stabilité des photons qui sont dans la cavité, plutôt que de prétendre qu'ils contrôlent un qubit au sens classique du terme, avec des portes quantiques, avec des liaisons entre plusieurs portes quantiques, avec de l'intrication. Pour l'instant, ils n'en sont pas là. Mais ce papier est très important parce qu'il montre que cette cavité, qui piège plusieurs photons en modèle Schrödinger, permet d'avoir un état quantique à deux niveaux qui est stable dans la durée et qui permettra à terme, dans les qubits de chat, d'avoir des qubits qui sont très fidèles au niveau de ce qu'on appelle le bit flip, c'est-à-dire qui ont très peu d'erreurs dans l'erreur de passage entre le 0 et 1 ou le 1 et le 0. Et il n'y aura plus, quand le qubit sera complet, avec toute son électronique contrôle, il n'y aura plus qu'à gérer l'erreur de phase qui nécessitera un overhead de correction sur le papier de quelques dizaines de qubits. Ce qui est quand même mieux que les 1000 à 10 000 qubits qu'IBM et Google imaginent pour corriger des qubits. Bon. Alors, on passe à la news suivante. Eureka, un nouveau projet validé du flagship européen associant la France dans les atomes froids et coordonné par l'Université de Strasbourg. Tu nous donnes les détails? Oui, alors tu te rappelles que j'étais passé à Strasbourg en décembre, hein, on en avait parlé dans les news, je pense, en décembre. Alors, il se trouve qu'à Strasbourg, il y a une équipe de chercheurs, avec notamment Shannon Whitlock et Guido Pupillo, qui sont tous les deux de l'Université de Strasbourg, et qui ont la particularité d'être des spécialistes des atomes froids. Et en complément de nos amis de l'IOGS et de la startup Pascal, qui, eux, sont en région parisienne. Eh bien, ils ont obtenu un projet du flagship européen. Donc, je ne connais pas le montant, mais je pense que ça doit être assez significatif, pour travailler sur des qubits programmables avec des atomes froids, qui est un peu la V2 des machines de Pascal. Parce que les machines de Pascal aujourd'hui, en tout cas dans l'état dans lequel elle va sortir en 2023, c'est d'abord une machine de simulation quantique, où on prépare l'ensemble des qubits, on les relie entre eux et on cherche une solution d'un minimum énergétique pour optimiser quelque chose. Alors que l'étape d'après, qui d'ailleurs a été choisie directement par les concurrents américains comme QRA ou Colcanta, consiste à programmer des qubits un par un avec des portes quantiques à 1 et 2 qubits. Et donc, c'est ce sur quoi travaille cette équipe de Strasbourg. Et la chose intéressante, c'est que cette équipe de Strasbourg est en partenariat avec d'autres laboratoires, dont l'IOGS et la startup Pascal. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a un projet européen qui va permettre à la startup Pascal de préparer l'étape suivante. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. D'accord. Voilà. Bon, intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, IBM et Google avaient fait de belles présentations lors de l'APS Meeting en mars dernier, ou pas? Est-ce que c'était bien? Bah, en fait, ça commence à être vieux, hein, puisque notre dernier Quantum on l'avait déjà enregistré après l'APS Meeting. Le problème, c'est qu'il faut tellement de temps pour décortiquer il fallait les que tu aies le annonces. temps d'analyser, voilà. Attends, mais déjà, il faut y accéder, c'est pas une simple. Donc, j'ai réussi à accéder aux vidéos, j'ai pu récupérer les slides un par un pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Ça m'a servi à mettre à jour mon bouquin au passage et décortiquer ça. Et donc, effectivement, il y avait, pendant la PS Meeting, une grande session qui durait 3 heures, où il y avait les présentations de l'industrie. Ce n'était pas les présentations de chercheurs au sens classique du terme, de l'industrie. Et les chercheurs qui intervenaient, il y avait Michel Simons, qui parlait de qubit silicium en Australie, il y avait des gens d'Intel, et il y avait surtout des gens d'IBM et de Google, et il me semble Continuum aussi. Et les deux présentations vraiment les plus intéressantes, c'était celle d'IBM et de Google, et que j'ai essayé de décortiquer. Et c'était intéressant de voir comment ils travaillent tous les deux sur, d'un côté, la fiabilité des qubits, la correction d'erreurs, et sur la scalabilité, c'est-à-dire comment ils vont augmenter le nombre de qubits. Alors, il y a un nombre de techniques qu'ils essayent de mettre en œuvre des deux côtés qui est absolument incroyable, qui est très dur à analyser. Je n'ai pas encore vu comment ils allaient arriver à atteindre 1000 qubits avec une fiabilité qui dépasse celle qu'ils ont aujourd'hui et qui serait nécessaire pour mettre en place des codes de correction d'erreur. Mais en tout cas, d'un côté comme de l'autre, IBM et Google, on a été assez critiques sur eux là, il y a quelque temps, au moins on peut leur accorder le fait qu'ils publient beaucoup de travaux scientifiques
il y a une relativement grande ouverture sur ce qu'ils font et où ils en sont. C'est compliqué à analyser scientifiquement, mais en tout cas, c'est beaucoup plus ouvert que ce que je vois dans les startups. Quand je dis des startups, je pense à T-Quantum, je pense même à IonQ ou d'autres du même genre, ou même Rigetti. IBM, Google sont plutôt plus exemplaires que la moyenne en termes d'ouverture scientifique dans leur Ils ont communication. peut-être moins peur de se faire piller, ils peuvent peut-être mieux protéger leurs recherches aussi. Ouais, il y a un peu de tout. Alors, peut-être qu'ils brevettent comme des malades, c'est possible, mais en tout cas, il y a une communication scientifique qui est beaucoup plus ouverte et ils ont publié chacun des papiers. Il y a eu des comptes rendus qu'on va vous mettre Bon, dans les liens. en tout cas, voilà, c'est une bonne chose. Alors, la suite, le lancement d'une nouvelle start-up américaine dans la cryogénie à très basse température, qui sort un peu de nulle part, mais avec une belle offre, Maybell Quantum. Alors ça, c'est marrant quand même de voir des petits nouveaux comme ça, pouf, qui pop. Alors, ouais, c'est très intriguant, d'autant plus qu'ils annoncent des choses un peu ébouriffantes pour la cryogénie. Donc, ils annoncent Ouais, une espèce de cryostat à très basse température, donc qui est adapté au qubit de silicium ou au qubit supraconducteur, et qui a la particularité de tenir dans deux racks 19 pouces. Bon, ça va t'intéresser parce que c'est lié au cloud. C'est pour bah faciliter oui, l'intégration d'un ordinateur quantique dans le cloud. Parce que si tu as un bah oui. format à double rack 19 pouces, c'est plus simple à mettre en œuvre qu'un gros cube de 3 mètres de côté, quoi. Mhm. Alors ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'ils annoncent qu'ils vont mettre 4500 câbles dedans, ce qui va permettre en théorie de gérer 1000 qubits. Ouais, donc En c'est faisant pas les rien. ratios habituels, disons, en nombre de câbles par qubit en supraconducteur, c'est à peu près 1000 qubits. Et c'est le plan de Google et d'IBM dans les années qui viennent. Donc ça, c'est le deuxième truc. Et puis, il y avait un troisième truc un peu intriguant, c'est qu'ils disaient qu'il y avait une porte qu'il suffit d'ouvrir pour changer les échantillons à l'intérieur. Alors là, c'est peut-être plus compliqué que ça en vrai, mais parce que vu que tu as à peu près 5 couches de protection qui sont poupées russes imbriquées les unes dans les autres, je ne vois pas comment tu peux avoir une seule porte. Donc, en fait, il y a peut-être plusieurs portes, en fait, qu'il faut ouvrir à la queue leu pour arriver à l'échantillon. Bon. Alors, il se trouve que cette start-up, elle est pas tombée de nulle part. En fait, c'est des anciens Elle de, est... en fait, c'est des anciens de Janis ULT, qui est une société qui va pas très bien aux États-Unis, qui est spécialisée dans le même marché. Et en gros, c'est un peu un spin-off ou des gens qui ont quitté une société qui n'allait pas bien et qui se sont dit on reprend notre sort en main et on crée une autre société en repartant de zéro, quoi. Ouais. Et Bon, il faut savoir, donc, c'est financé par la DARPA, c'est ça? oui, oui, bah, comme beaucoup de projets de ce type-là, et la DARPA qui a dû mettre un peu de Ouais, bon, c'est financement. pas... Mais c'est intéressant parce que la, la communication qui a été faite en mars de cette startup donne une indication sur les chemins technologiques qui sont empruntés par les grands acteurs du marché pour scaler les ordinateurs quantiques type solid state jusqu'à 1 millier de qubits, quoi. Donc c'est quand même intéressant de voir comment les technologies s'assemblent les unes avec les autres, le câblage, la cryogénie, l'ensemble du dispositif, l'électronique de contrôle, toutes ces choses-là, elles évoluent en parallèle et elles permettent d'avoir une indication sur la manière dont ces produits vont maturer. Ok. Alors, on va continuer, on va essayer de faire vite, Olivier, parce que normalement, on est censé faire une demi-heure. Je sens que tu nous as concocté une émission pour 1 heure quand je vois le nombre de news qui reste. Mais donc, on a aussi Léo Kouvenhoven qui a quitté Microsoft. Alors, qui est donc Léo Olivier et pourquoi? Et est-ce un mauvais signe pour les fermions de Majorana, qui sont quand même justement les fameux qubits de Microsoft que ce monsieur gérait? Alors, Léo Kouvenhoven, c'est un chercheur de 44 ans. Il est né la même année que Macron, d'ailleurs, je crois, à peu près. Non, il est un peu plus jeune que Macron. Et en fait, c'est un chercheur qui a la caractéristique, c'est il est à l'origine des formules Majorana et de nombreuses expériences qui avaient été menées dans le contexte de son rôle chez TU Delft, l'université de Delft, aux Pays-Bas. Et il avait été embauché au milieu des années 2010 par Microsoft pour mener ses recherches sur les formules Majorana. Voilà, on rappelle que les fermions de Majorana, c'est censé être sur le papier les meilleurs qubits potentiels du monde. C'est ce qu'on dit, oui, oui. C'est ce qu'on dit. C'est, Sauf c'est, qu'on ne les a pas trouvés. On ne sait pas encore où ils disons que sont. c'est ce qu'on appelle les fermions, c'est des qubits topologiques qui intègrent de la correction d'erreur, un peu comme les qubits de chat d'Alice and Bob, et qui sont censés effectivement, du fait de la correction intégrée au niveau du hardware, nécessiter un overhead moins important pour la correction d'erreur. Et donc, c'est sympa. Bon, sauf que les fermions Majorana, c'est une particule qui est sa propre antiparticule et qui est compliquée à détecter. C'est un comportement particulier d'électrons supraconducteurs dans des nanophiles. Et ce qui s'était passé, c'est qu'en 2021, il y a à peu près un an, Léo Kouvenhoven avait été amené à retirer un de ses papiers publiés en 2017 ou 2018 dans Nature,
et ça avait semé le trouble. Et d'ailleurs, il y a un autre papier qui vient d'être tiré récemment dans le même acabit. Il semblerait qu'à un moment donné, Microsoft ait peut-être décidé de mettre le frein sur cette stratégie des firmes Majorana. Il est possible que Covenant soit parti sur des désaccords stratégiques, mais dans le même temps, pendant l'APS Meeting, justement, Microsoft a recommuniqué sur des avancées concernant ces mêmes fermions qui ne sont peut-être pas morts entièrement, quoi. Donc, bon, bref, on est un peu dans l'expectative. C'est normal, c'est de la recherche fondamentale. Donc, il faut être patient. Je pense qu'il ne faut jamais enterrer une techno entièrement. Faut être Non, patient. c'était peut-être pas la bonne voie et peut-être qu'ils vont retomber sur leurs pattes un peu plus loin avec un autre angle d'attaque. Mais en tout cas, pour l'instant, ça avance pas beaucoup de ce côté-là. Alors, on va passer à la création de Sandbox AQ par Alphabet, une start-up des plus étranges, non, Olivier? Ah bah oui, c'est clair, c'est une startup dont la création a dû être annoncée fin mars ou début avril. Alors, elle a Eric Schmidt comme chairman. Il y a une équipe qui a été créée de toutes pièces. Et c'est une startup un peu bizarre qui a beaucoup d'activités, qui n'a pas repris l'ordinateur quantique de Google, qui est toujours géré dans l'équipe de Art Putnam de Google AI. Et c'est une startup qui a une mission qui est plutôt côté logiciel et qui, on dirait, dans son escarcelle, a au moins 3 domaines d'activité. Elle travaille d'abord dans l'exploitation de données issues de capteurs quantiques, notamment des NV Center, en imagerie médicale. Donc ça, c'est un premier cas d'usage sur lequel ils veulent travailler. Ça a l'air relativement marginal, je dirais, pour une boîte de ce type-là. Le deuxième point, c'est qu'ils veulent se lancer dans la PQC, donc dans la cryptographie post-quantique, et ils affichent déjà 2 clients corporate aux États-Unis. Alors en fait, la raison, à mon avis, tactique pour laquelle ils mettent ça en avant, c'est tout simplement lié au fait que les Américains se préparent de manière assez agressive pour le déploiement de cette PQC à l'échelle fédérale. L'État fédéral est censé déployer d'ici l'été de la PQC partout. Donc, il y a probablement des quelques milliards de dollars à se faire en cybersécurité pour mettre à niveau toute infrastructure informatique du pays, à commencer par l'État fédéral. Donc, je pense que Google s'est positionné là-dessus. Et puis après, ils ont des velléités, évidemment, d'être présents dans le monde des logiciels quantiques, du quantique hybride, de tout un tas de domaines. Là, ce n'est pas très documenté. Et par contre, ils ont levé des fonds en centaines de millions de dollars, si ce n'est pas milliards. Le montant n'a pas été officialisé, il est censé être sur 9 chiffres. Donc 9 chiffres, ça peut aller de 100 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Il semblerait qu'on soit plus proche du milliard que du 100 millions. Donc, avec de l'argent qui vient de fonds d'investissement américains, mais pas que. Mais pas que. Bon. À suivre. Alors, dernière annonce côté recherche, c'est chez NVIDIA. Oui, alors NVIDIA ne va pas créer d'ordinateur quantique. Oh, t'aimerais bien, ça serait sympa. Non, pas du tout. Non, en fait, NVIDIA a un rôle naturel à jouer dans les émulateurs quantiques. Pourquoi? Parce que les processeurs d'NVIDIA, d'ailleurs, on a zappé un peu, mais ils ont sorti une nouvelle génération de processeurs là, pendant le printemps, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui remplace le A100 qui avait été lancé en 2020, et donc qui passe de 54 à 80 milliards de transistors, qui est encore plus puissant que la génération d'avant, et dont l'une des caractéristiques est de permettre de faire du calcul matriciel de manière extrêmement efficace. Alors ça sert pour le machine learning, ça sert pour le calcul scientifique, et puis ça peut servir aussi pour l'émulation d'ordinateurs quantiques, et c'est un marché sur lequel ils se positionnent. Donc, un peu comme Atos. D'ailleurs, Atos utilise des processeurs NVIDIA dans ses machines d'émulation, dans la QLN. Donc, voilà, NVIDIA commence à mettre le paquet d'un point de vue marketing et évangélisation pour essayer d'attirer des développeurs autour de ces technologies et de ces serveurs qu'on appelle les DGX, qui sont des serveurs qui peuvent servir aussi à faire de l'émulation. Et donc, ils ont des briques logicielles de bas niveau qui peuvent s'interfacer après avec des briques logicielles de haut niveau qui gèrent les couches d'émulation d'outils comme Qiskit ou autres, différents langages de programmation pour émuler ou simuler des ordinateurs quantiques sur des machines classiques.
Eh bien, écoute, on va finir avec la dernière catégorie de notre podcast, ta nouvelle catégorie préférée, le New Review Papers. Donc, tous les grands papiers qui sont sortis ce mois-ci que tu as repérés. Et on commence avec le premier, Si Quantum Technology Needs a Quantum Energy Initiative by Alexia Ofev. Toujours elle, oui, oui. Alors, là... elle avait déjà publié ce papier en novembre dernier sur Archive. Donc là, c'est une mise à jour du papier. Et comme je suis ça de près, puis je travaille avec son équipe sur l'énergétique du calcul quantique, elle a vraiment bien mis à jour son papier. Elle a notamment mis en avant des données qui viennent de ses équipes de recherche sur le sujet. Et ils ont vraiment trouvé des trucs vachement intéressants dans son équipe. Ils ont trouvé par exemple que l'électronique de contrôle des qubits supraconducteurs, il vaudrait mieux la garder à l'extérieur et pas forcément la mettre dans le cryostat. Et ça a tout un tas de conséquences sur la scalabilité du modèle, les problématiques de câblage. Ça met une pression sur les gens qui font de l'électronique de contrôle à l'extérieur, comme les Keysight, Zurich Instruments, Quantum Machines ou Qblox, qui sont les 4 les plus connus, pour diminuer la consommation d'énergie à l'extérieur du cryostat plutôt qu'à l'intérieur. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et Alexia, avec son initiative sur l'énergétique du calcul quantique, commence maintenant à attirer dans ce projet des chercheurs du reste du monde, notamment partenaires de chercheurs en Angleterre, aux États-Unis, aux Pays-Bas, de mémoire en Espagne, et puis à Singapour, où elle va aller. Donc, c'est une affaire à suivre, quoi, comme c'est un sujet très important, d'autant plus que, comme on l'avait vu dans le lancement de Quantals, le fait d'intégrer le plus tôt possible des questions de responsabilité, d'innovation responsable dans le développement des technologies quantiques, c'est très important, et ça en fait partie. C'est comment les chercheurs peuvent se mobiliser le plus tôt possible, même si certains considèrent que c'est trop tôt, mais se mobiliser très tôt sur ces questions environnementales, qui d'ailleurs ne concernent pas que l'énergie, ça concerne aussi les matériaux qui sont utilisés, les ressources en matières premières qui sont utilisées. C'est très important d'avoir une bonne compréhension dès le début de la conception des produits de l'empreinte environnementale globale de ces technologies. Je ne dis pas que la situation est inquiétante, mais c'est important de s'en préoccuper le plus tôt possible. Ok, eh ben, écoute, encore quelques papiers. On avait Quantum Computing at the Quantum Advantage Threshold, Down to Business Review de Eke Fedorov, Nicolas Gisin et plein d'autres. Et plein d'autres, ah oui, en effet. Donc ça, c'est un autre papier qui est sorti en mars sur l'état de l'art du calcul quantique. Oui, alors c'est intéressant parce que dans l'auteur, il y a Nicolas Gisin. Et Nicolas Gisin, en gros, c'est le Alain Aspect suisse, pour faire simple, ou le Philippe Grangier suisse. Nicolas Gisin, en gros, c'est le cofondateur de ID Quantique, qui est comme une start-up très connue dans la crypto quantique et les télécoms quantiques, et la génération aussi de nombres aléatoires. Donc, c'est un des scientifiques suisses les plus connus, et qui est un peu touche à tout. Et donc, avec un de ses thésards, visiblement, il a fait un review paper sur l'état de l'art du calcul quantique de 50 pages, qui est pas mal. Ça ne fait pas avancer l'état de l'art, mais ça permet de savoir où on en est. Voilà. Bon, et puis, alors, le suivant, Introduction to Quantum Optics par Carlos Navarrete Benloch. Donc, un point sur le calcul quantique à base de photons. Et là, tu as 162 pages pour comprendre le sujet. Bon. Plus qu'à. Un autre sur Quantum Computing in the Cloud, Analyzing Job and Machine Characteristics by Gokul Subramanian Ravi. Donc là, 13 pages sur le calcul quantique dans le cloud. C'est pour toi, hein. C'est pour moi, c'est à moi de le lire. Bon, c'est toi qui vas nous faire le résumé pour le prochain épisode. Parce que je vais l'envoyer à mon patron surtout. Tu vas l'envoyer à ton patron parce que c'est un papier intéressant qui décrit comment on déploie un ordinateur quantique dans le cloud, comment on gère les jobs, comment on gère le scheduling. Donc, c'est vraiment un sujet très intéressant pour des acteurs comme à suivre, parce que, exactement, des fois qu'on aurait des annonces à faire dans quelques mois. Ouais. Et puis, le dernier papier, Quantum Computers Predictability and Free Will, by Gil Kayali, le fameux monsieur qui dit que ça ne marchera jamais si je ne me trompe pas. Donc, le plus grand sceptique. Tu as bien mémorisé, parce que lui, on l'avait repéré il y a 4 ans. Ouais. Oui, mais justement, ça fait partie des noms où tu te dis, lui, c'est moi, jamais. Voilà. Donc,
Il déroule un argumentaire avec un peu de philosophie, c'est ça, dans ce papier-là? Oui, oui, et il déroule un argumentaire que je n'ai pas encore eu le temps de lire en entier, mais je vais le lire à tête reposée Bon, d'ici l'été. tu reviendras nous faire un petit détail. Dans mon bouquin, je le ferai, mais en gros, il déroule un argumentaire avec un peu de philosophie sur la prédictabilité, sur la complexité, etc. Et il essaye de démontrer, avec un autre angle de vue que celui que je disais avant, qui était essentiellement basé sur la notion de bruit, expliquer pourquoi le calcul quantique, scalable en tout cas, n'a pas de sens. Donc, c'est toujours des gens qu'il faut lire pour comprendre un petit peu les différents arguments. Mais je reste persuadé que même si les obstacles scientifiques sont extrêmement élevés pour arriver à faire du calcul scalable avec les ordinateurs quantiques, on va bien trouver quelque chose d'original pour y arriver, quoi. Bon. En tout cas, on vous remettra tous les liens. Si des fois ça vous prenait, que vous vous ennuyez ou que vous avez des petites choses à faire pendant les vacances de Pâques, hein, vous pourrez toujours lire ces nombreuses pages de papier tout droit sorti de Archive. Alors, on va bientôt clôturer. Je voudrais juste vous annoncer que France Quantum, le premier événement pour mettre en avant la communauté quantique française à l'international, aura lieu le 14 juin dans la Tour Eiffel. Le teaser ne va pas tarder à sortir. Le site internet est en ligne, c'est francequantum.fr. Vous pouvez vous préinscrire. Il y aura 150 places ouvertes pour venir en physique dans la Tour Eiffel de 14h à 23h. Il y a un cocktail en fin de soirée avec coucher de soleil prévu. Ça devrait être sympa s'il ne pleut pas. Et puis ce sera revisible en ligne. Vous aurez un Simulive, comme on appelle ça maintenant. J'ai découvert ce mot. Pour revoir toute la conférence. T'es sûr que c'est validé par l'Académie française, ça, Simulive? I don't think so, but de toute façon, c'est une conférence qui sera entièrement en anglais, puisque le but, c'est de promouvoir à l'international la France et de montrer qu'on sait speak English very well about quantum. But with the French accent. Il y en aura quelques usual suspects qu'on connaît bien dans la recherche. Voilà, on vous donnera le programme très vite. Le mois prochain, je vous annoncerai tous les beaux intervenants et les surprises. Voilà, c'est un événement qui est fait avec Startup Inside. Et écoutez, merci d'avoir suivi ce 38e Décode Quantum. Non, c'était Quantum, pas Décode Quantum. Pardon, Décode Quantum, c'était le 38e Quantum. Et oui, on n'a pas d'invité dans cette émission-là. Et on se retrouve très, très vite. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et portez votre masque. Ciao, ciao. À la prochaine.